Alors, le marquage du web, on va faire un petit point de vue hein, en équipe rouge. Encore une fois, là c'est des vrais experts. Hein. Je remercie Stan pour son article qui date, mais que j'avais reposté il y a pas longtemps. J'étais retombé là-dessus. C'est une superbe société hollandaise qui s'appelle Outflank, qui sont des vrais experts en red teaming, hein, pas des youtubeurs comme moi. Et du coup, j'ai pas le temps de monter des vidéos, de faire une synthèse de l'article, donc je vais vraiment vous le lire parce que l'article est excellent. Hein, on va voir deux trois commandes ensemble et puis ça résume bien mieux que ce que j'étais en train de vous décrire dans la précédente vidéo. Parce que je suis pas chez moi, j'ai pas le temps. Et l'article est excellent. D'accord, je vous le mettrai en description et je vous redirige. J'étais en train de regarder en fait une conférence de lui et de ses collègues qui date de 2022. Hein. Je vous avais fait une vidéo sur c'était quoi? Non, c'était pas sur Stuxnet, c'était sur NotPetya. Je sais plus, mais je vous avais montré, hein, avec un petit peu de JavaScript, quoi. Quelques blobs, on peut faire quoi? Contrebande HTML potentiel, hein? Du smuggling attaque, c'est-à-dire que bah vas-y viens sur mon site web et tu vas voir automatiquement ton navigateur il va télécharger l'archive que je veux, d'accord? Donc vous avez bien compris que ces attaques sont perfectionnées avec le temps. Je vous avais fait une petite démo, je vous parlais de Tanjanine qui va sur mon site, j'avais hébergé mon site web, j'avais commencé à écrire un petit script en JavaScript pour faire du HTTP smuggling et je vous avais dit Tanjanine, elle a oublié, elle se déconnecte de mon site. Pour l'instant, il se passe rien de malicieux. Mais par contre, Tanjanine, une semaine plus tard, elle commence à retourner dans mes documents, mes téléchargements, et là, elle voit un programme que j'aurais renommé de mon choix. Et elle se dit, ah putain, c'est quoi ce programme? J'ai peut-être, tu vois, j'ai oublié de l'installer ou je vais double-cliquer dessus. Bah, parce que bah, j'ai pas de grandes connaissances et c'est là qu'elle va se faire infecter. D'accord? Et je vous avais monté, on avait un crypto miner. Je sais plus ce que j'avais utilisé comme virus. Mais bon. J'essaierai de vous retrouver la vidéo, c'est possible. Hein, c'est des techniques utilisées en rouge. Et bien sûr que les méchants utilisent. Donc là, on va revoir le fameux, quoi? Mark of the Web. M-O-T-W. M-O-T-W en anglais, M-O-T-W en bon français. Je vous ai parlé également des flux de données alternatifs qu'on appelle ADS. Hein. Je vous avais montré comment on peut cacher du texte, comment je peux cacher une image dans l'ADS. Tu vois un fichier texte, ah merde, il n'y a pas de texte dedans, mais en fait il y a du texte caché, ou tu vois quoi, que du texte, mais en fait dans le texte il y a quoi dans l'ADS? Il y a une image qui est cachée. Hein, je vous avais montré ça, je vous avais fait la vidéo la semaine dernière, ou je sais plus, hein, je sais pas quand est-ce que je vous les ai postés, parce qu'entre le temps où je fais les vidéos et je les poste, parfois il peut se passer plusieurs semaines, voire mois. Mais il faut comprendre, donc je vous parlais du Mark of the Web, c'est une technologie qui est utilisée alors dans les équipes rouges pour essayer de contourner, hein, puisque ça devient un obstacle pour les équipes rouges, pour les testeurs d'intrusion. Et en défense, ça permet d'avoir des patterns, des marqueurs en fait, hein, qui vont empêcher justement que quoi? Bah, que les méchants, que les testeurs d'intrusion, que les équipes rouges bah, puissent prendre pied, avoir leur initial foothold, comme on dit en anglais, puisque c'est la première étape avant de quoi? Bah, de continuer la cyberkill chain, hein, notre CKC, notre chaîne d'attaque, de destruction. Alors, charge utile au format d'un fichier exécutable. Hein. Très souvent, tu le sais en Red Team, ça sera du MS Office, un fichier CHM. Je vous avais montré comment militariser tout ça dans de précédentes vidéos. Hein. Et en Blue Teaming, bah justement, vous savez que c'est très sensible et on va essayer d'apporter, ça va faire l'objet, pardon, d'un examen approfondi de la part bah, du système d'exploitation Windows et naturellement des produits de sécurité, puisque si le fichier est marqué comme téléchargé à partir d'Internet, on va bah, commencer à se poser des questions. D'accord? Donc on va voir un petit peu comment fonctionne ce mécanisme. On va parler de quelques techniques offensives qui, en Red Team, en test d'intrusion moins, mais en Red Team peuvent aider à échapper ou carrément à se débarrasser du MOTW. D'accord? C'est pour ça que tu le sais, hein, une archive, fais gaffe, hein, parce que je t'ai dit quoi? Je t'ai dit que WinRAR, d'autres outils font disparaître le MOTW. Ah, je pourrais commencer à quoi? Contourner le MOTW en quoi? En créant une archive. Et cette archive, une fois que tu vas la décompresser, elle aura plus la trace du MOTW. Des petites pistes hein, que je te dis comme ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'encore une fois, j'ai pas envie qu'il y ait des petits cons qui s'en servent pour pirater des entreprises. Mais voilà, comment dire, des chemins à creuser
Je t'avais expliqué que voilà, le but c'est de contourner le MOTW parce qu'on s'en sert beaucoup. C'est pas que de la signature, c'est pas que de l'heuristique, c'est aussi bah, justement dans les ADS, on va aller voir un petit peu ce qui se passe et le premier truc qu'on va regarder c'est le flux MOTW et c'est ça aussi qui va aider ton antivirus ou ta solution ODR, XDR, ce que tu veux, à essayer de comprendre déjà, hein, sans l'exécuter dans un sandbox et tout ça. Ça va être les premiers marqueurs, on va dire, d'accord? Donc je vous disais, c'est vieux comme le monde, hein, sauf que on en parle de plus en plus. Hein, mais le HTTP smuggling, ça date d'il y a 20 ans. Le MOTW, ça existe depuis des années, quoi. Hein. Les gens sont de plus en plus conscients en red teaming, en blue teaming, parce qu'on en parle, mais c'est vieux comme le monde. Hein, je crois que ça a presque 10 ans. Hein, mais on en parle de plus en plus puisqu'il faut sensibiliser à ces techniques, à la fois pour les équipes rouges pour faire de la simulation d'adversaires plus réalistes et les équipes bleues pour de meilleures contre-mesures hein, et une meilleure compréhension des techniques d'attaque. On va résumer un petit peu. Le MOTW, donc cette fameuse marque de la bête, hein, non excusez-moi, je vous ai mis Shaitan dans la première vidéo, mais c'est un peu ça. Tu vois, c'est la marque de la bête en fait. Donc plus sérieusement, c'est une fonctionnalité de sécurité introduite à l'origine par Internet Explorer. Ah merde, ah, ça date, hein, parce qu'Internet Explorer, il n'existe plus, hein, maintenant c'est Microsoft Edge. Hein. Ah ouais, ça date un peu, je crois. Hein. Je suis pas sûr, faudra vérifier. Pour forcer les pages web enregistrées à s'exécuter dans la zone de sécurité de l'emplacement à partir duquel la page a été enregistrée. D'accord? Donc à l'époque, hein, c'était réalisé en ajoutant tout simplement un commentaire HTML sous la forme de save from URL au début d'une page enregistrée. Donc déjà, hein, on avait cet indicateur et ensuite, le mécanisme a été étendu à d'autres types de fichiers que le HTML. Ça a été réalisé en créant un flux de données alternatif ADS, tiens, pour les fichiers téléchargés. D'accord? Alors l'ADS, c'est une fonctionnalité du système NTFS. Je vous en avais parlé quand je vous avais fait cette démo où je faisais de l'offuscation, qui a été ajoutée dès Windows 3.1. Ah merde. Putain, 1900, quoi, 89, 90, 91 hein, j'ai commencé sur Windows 3.1 et MS-DOS 6.0. Bah, je peux te dire que c'est aussi vieux que moi. Peut-être un peu plus, ou peut-être un peu moins, je sais plus. Donc cette fonctionnalité, plus sérieusement, permet d'associer plus d'un flux de données à un nom de fichier en utilisant la fameuse syntaxe file name et ensuite deux points le stream name. Hein, mais ça, je vous l'avais montré. Donc je vais vous remontrer. On va repartir. Ok, donc on copie mon SpeedyB et j'ai le manuel de mon drone qui est là. Ok, reprenons. Ok, et lui on voit que en effet, on a un ADS, hein, la classique, 2.data, mais il a également la fameuse quoi, zone identifier. Hein, et c'est ça qui est intéressant, et c'est comme ça que donc les fichiers sont marqués. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que tout ça, c'est quoi en fait? Ça a plusieurs noms. D'accord? Mais en fait, ce sont nos flux. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un flux. Ça, c'est un autre flux. Hein, je t'ai dit que la structure inhérente, c'est deux points data. Mais tout ça, c'est des flux. Tout ça, c'est des flux. Et on a un flux qui s'appelle flux. Hein, et très intéressant. Est-ce que je pourrais pas quoi? Travailler sur ce flux? Mais bien sûr. Je reprends ma commande. On lui a dit tous les flux. Non, je veux pas tous les flux. Je veux le flux zone identifier. Quelle est l'erreur là? On travaille sur quelle commandlet? Get item? Ok, ouais, pas de problème. Mais là, qu'est-ce que je veux? Je veux pas un get item. Je veux lire le contenu du flux. Donc c'est pas ça. C'est en PowerShell, on fait quoi? Get item, ça peut marcher, mais pas dans ce contexte. Get content. Ah. Et là, tu vois que ça marche un peu mieux. Pourquoi? Parce qu'on n'utilise pas le bon PowerShell. Enfin, le bon commandlet. Ok, donc là, je change de commandlet. Je lui dis maintenant, je veux que tu me donnes le contenu. Je veux pas que tu ailles récupérer un élément. Je veux récupérer le contenu du fichier PDF. Et je te donne un stream que j'ai identifié avant grâce à cette commande. Et le stream que je veux, moi, c'est le zone identifier. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Depuis Internet Explorer, il nous dit, écoute, c'est un ID de 3. Hein, et le mec, là, quand il a téléchargé son PDF, il est allé taper dans l'URL du référeur, de référence, hein, littéralement, qui est hébergé à telle adresse, c'est un point HTML, d'accord? Et le host URL, donc l'URL de l'hôte,
et bah, tu vois que c'est le point de terminaison qui est là. Quand l'utilisateur est parti sur www.drone FPV Racer, il a tapé l'index.php dans son navigateur. Il y avait quoi? Le query string. Il travaillait sur un paramètre. Le paramètre, c'était attachment et un autre paramètre qui s'appelle ID attachment 172. D'accord? Qui était présent dans quoi? Parce qu'il a navigué sur cette page internet. Et c'est vrai. Je vais aller dans mon navigateur, on va voir ce que ça fait. On se mange une redirection. Pourquoi? Parce que bah, t'es de l'extérieur, t'as même pas navigué, tu pourrais être un robot, tu pourrais être n'importe quoi. Prenons la vraie adresse. Hein, je me mange un redirect. Prenons le referrer. Ah bah ouais, ok. Ah merde, la page est plus disponible. Ok, c'est normal parce que bah, c'est moi qui ai acheté leur dernier drone. Donc ils en ont plus. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, t'as bien compris qu'on retrouve, hein, tu vois, même des pages qui, quoi, actuellement, la page, c'est un 404, hein. Le produit n'est plus disponible. Pourtant, hein, elle est bien présente, hein, dans le site de drone FPV Racer. Ok, donc c'est pour vous montrer des exemples tout con, tout con, tout con, tout con. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ça. Alors, on va clean. Je te disais, de nos jours, les principaux logiciels de la plateforme Windows, ils traitent les pièces jointes des fichiers téléchargés et qui vont générer, justement, au niveau de l'ADS, un Zone Identifier. Hein. Internet Explorer, Edge, Outlook, Chrome, Firefox, tous vos programmes, eh ben, comment ils arrivent à écrire cette ADS? Bah, soit en le créant directement, l'ADS, d'accord? Soit une implémentation ADS qui est faite par le système. On a une interface avec attachment executor, hein, qu'on va appeler. Et ce comportement de ce dernier, en fait, c'est d'être contrôlé via la propriété Save Zone Information, justement, dans les fichiers de gestionnaire de pièces jointes. L'implémentation de l'interface attachment execute par Windows 10 ou 11 ajoutera également des informations d'URL à partir de l'ADS Zone Identifier. Alors, quelle est la différence? Je t'ai dit quoi? 0 ordinateur local. Ok. 1, c'est-à-dire intranet local. Ok. Je fais confiance. Hein. Local, je fais confiance. Intranet local, je fais totalement confiance. D'accord? Après, quoi? On commence à sortir, j'ai ma passerelle, je passe à l'extérieur. Ok. Extérieur, j'ai quand même site de confiance. D'accord? Et j'ai l'internet. Ça, c'est mon 3. Et il y a même un 4. J'avais complètement oublié. Hein, je vous l'ai fait de tête. Et j'ai raconté des conneries. Je me corrige. 4, c'est les sites à accès restreint. Alors, tu retrouves cette structure qui est historique. Je te parlais quoi? Je te parlais d'Internet Explorer. Alors moi, je crois qu'il n'est pas installé hein, chez moi. On a Edge. Comment? Option Internet. Historique. Putain, je me rappelle à la belle époque, qu'est-ce qu'on faisait? On allait dans sécurité. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 0, 1, 2, 3, 4. Eh ben ouais, c'est exactement ça. Le 0 et le 1, ils étaient dans les anciennes options d'Internet Explorer. C'est l'intranet local. Local, intranet local, 0 et 1. C'est là-dedans, tu peux le personnaliser via la GUI. Mais c'est pareil, c'est géré par ces fameux flux. D'accord? Internet, tu l'as là. Site de confiance, bah là, c'est le 2. Et on a le dernier, notre site à accès restreint, c'est les sites sensibles. Tu vois? Donc tu retrouves toute cette historicité, depuis, je sais pas, ça fait combien de temps? 20 ans? Ah, même un peu plus, hein, 30 ans. Donc vous voyez, on retrouve tout le temps, et c'est le propre de Windows. Vous savez qu'on a empilé des briques, et il y a des trucs, ce menu-là, il existe, on est dans Windows 11, hein, il existe depuis combien de temps? Hein, vous l'avez tous vu. Et c'est comme ça qu'on pouvait se faire pirater, charger des petits modules complémentaires. Hein, ah ouais, c'était sympa à l'époque. Ou le premier truc que je faisais à l'époque, parce que j'étais déjà un petit peu paranoïaque, qu'est-ce qu'on faisait? On allait sur Internet, et puis tu vois, le niveau, on le mettait sur bien élevé, on personnalisait. Hein. Et tu vois, les documents XPS, moi, Xome, bon, ça encore, je m'en foutais. Mais qu'est-ce qu'on bloquait? Bah, le Net Framework. Ah, ActiveX et les plugins. Ah ouais, hein, ça c'était le meilleur moyen de se faire pirater. Hein. Fallait quand même un petit peu les désactiver. D'accord? Vous vous rappelez de tout ça? Flash,
Hein, le flash, ça a disparu. Mais voilà, ça nous permettait de sécuriser un tant soit peu, parce que tu savais que bah, les pirates à l'époque ont militarisé beaucoup l'Active X. Hein, c'était un mets de choix pour pirater vos navigateurs il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans. D'accord. Mais il y a encore des attaques via quoi, bah, via ActiveX, hein, via de la ASP, via du Java, d'accord, via le téléchargement de fichiers. Donc vous voyez, tout ça, en fait, on peut le régler par granularité, mais ça remonte à tout ça. Donc je te parlais de l'attachment manager. Eh ben, lui, c'est pareil. Il va te créer ce flux, et tu vois, on repart sur ce que je viens de te montrer. Tout ce qui était à l'époque, hein, où, bah, via des clés de registre et tout ça, on peut forcer des politiques, d'accord, et qu'on retrouve. Risque modéré, c'est le menu que je t'ai montré. Haute, moyen, haut, moyen, hein, et parfois bas, low risk. Tout ça, c'est l'historicité, d'accord, avec des sites de confiance, des sites qui n'étaient pas de confiance. Donc ça, c'est la belle époque. Si tu commences à faire quoi, bah, à faire de l'HTML, smuggling, contrebande HTML, ah bah ouais, mais il va falloir jouer aussi, hein, sur quoi, les blobs. Oh, il y a un petit blob, d'accord. Euh, Host URL blob 2.https. Ah bah ouais, mais ça pourrait être un indicateur, hein, qu'on est en train de pousser à un petit truc bizarre. D'accord. Donc c'est pareil. Quand t'es red teamer, il va falloir travailler là-dessus. D'accord. Ensuite, on a Smart Screen. Smart Screen, je te l'ai déjà présenté. Je t'ai dit que pour débloquer, typiquement, qu'est-ce que je t'avais dit? Quand on a Smart Screen qui nous emmerde, on utilise Blockfile. D'accord? Ça va débloquer. Qu'est-ce que je pourrais... je sais pas si j'en ai une. Je vais te charger une capture d'écran. Le fameux Smart Screen. Hein, alors tu peux faire don't run ou tu peux faire more info, et parfois, si le système Smart Screen est pas au niveau le plus élevé, tu peux faire un unblock. Tu peux faire la commande unblock file, ou tu peux quoi? Tu peux carrément aller sur un fichier. Ce fichier provient d'un autre ordinateur. Comment il le sait? Mais justement, grâce aux ADS, grâce à quoi? Aux zone identifier. Le zone identifier, il le check, et là, on lui dit attention, attention, est égal à 3. Alors lui, il sait que c'est téléchargé d'internet. Et là, il t'envoie ce fameux message. T'as Smart Screen qui se met en branle. D'accord? T'as là cette petite fenêtre qui dit ah, ce fichier provient d'un autre ordinateur, et pour protéger cet ordinateur. Et là, tu fais débloquer. D'accord? Et débloquer, en fait, techniquement, c'est quoi? Bah, c'est la commande unblock file. Ça, c'est un CMDLET qui fait exactement la même chose, où tu vas aller sur ta fenêtre Smart Screen et demander le déblocage. D'accord? Et ça, on le voit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein, vous savez que MS Office, bah, il y avait des virus de macro. Hein, pareil, on s'amusait beaucoup dans les années 2000. Et il y avait des risques potentiels. Au fil du temps, ils se sont dit, ah merde, notre outil, quand même, il est utilisé dans beaucoup de cyberattaques. Donc, ils ont fait un mode bac à sable, un sandbox en mode protégé, qui va protéger contre les risques potentiels qui sont liés aux fichiers, justement, provenant d'Internet et d'autres zones dangereuses. D'accord? Par défaut, la plupart des types de fichiers Microsoft Office, ils sont marqués par le MOTW lorsqu'ils seront ouverts en mode bac à sable. Tu as quoi? Mais cette fameuse fenêtre. Hein, et tout l'art à une époque, c'était quoi? C'était d'essayer de pousser la personne à malheureusement ouvrir et cliquer, d'accord, sur ce fameux bouton. Vue protégée, donc tu es dans le sandbox, ok, attention, en effet, hein, des fichiers d'internet peuvent contenir des virus, à moins de devoir éditer, tu devrais rester dans le mode bac à sable, hein, en mode protégé, vue protégée, mais si tu veux, t'édites, et dès que tu cliques sur Enable Editing, c'est là que le virus de macro s'exécute et vient te pirater, ou va faire appel à un serveur de commande contrôle distant et faire une technique de HTML smuggling, d'accord? C'est en fait pas ton navigateur qui va ouvrir et télécharger une pièce jointe d'internet, c'est ton application, hein, c'est Excel qui le fait. Alors si c'est Excel, je lui fais un petit peu plus confiance, ou pas, hein, ça dépend. Donc encore une fois, hein, il y a les gars de F-Secure, hein, pareil, je pense que vous connaissez tous, qui font des solutions et qui sont très très bons, qui ont écrit un write-up que je vous mettrai, hein, qui permet de contourner le sandbox. Je crois que Processus avait fait une vidéo, je crois.
où il montrait comment on peut contourner hein, de toute façon le sandbox. En fait, c'est pas parce qu'il y a cette protection que vous êtes protégé, puisque des bons red teamers, à partir du moment où vous ouvrez le fichier XLS, même si vous êtes encore dans cette protected view, on peut se servir de certaines failles inhérentes pour contourner cette protection. Mais c'est le jeu, vous le savez, en informatique. Alors il va falloir se tenir au courant, tu vois. Et puis, c'est toujours les mêmes préjugés, quoi. Igor Pavlov, le créateur de 7-Zip, il l'a intégré. C'est bon, en 2023, vous l'avez, votre Mark of the Web. Et tu vois, il y a un an, un peu plus d'un an, il disait, j'aime pas cette feature. D'accord? Alors, ça veut dire quoi? Ah il est russe, donc ça doit être un Black Hat. Tu vois? Donc, 7-Zip, en fait, il est fait pour pirater ton ordinateur. Tous ces préjugés, là, vous partez sur des raccourcis. Et moi, je te dis quoi? Je te dis que, pour moi, l'antivirus à la maison, je te parle pas de tes EDR, tes XDR. Je pense que c'est Kaspersky, je l'utilise depuis que je suis tout petit. Et tu vas me dire, ah ouais, mais là, tu fais le jeu des Russes et tout. Oh, tu dois être un agent du FSB. Mais les mecs, à un moment, faut arrêter, quoi. Faut arrêter votre paranoïa, hein, je vous ai dit, hein, sinon il va falloir partir dans les services de renseignement. Hein, eux, c'est leur métier. Donc, pareil, tu vois, je te fais des vidéos à un instant T. Est-ce que c'est vrai à un autre instant T? Je sais pas. Je te lis un article de quoi? De 2020. Après, je passe à un article de 2022, de 2023. Ouais, ça a dû forcément évoluer. C'est le principe de la cybersécurité. D'accord? Donc, on va revoir les bases. Hein, mais le MOTW parmi les utilisateurs zip, hein, qu'est-ce qu'il arrive à la marque du web lorsque j'extrais un fichier zip qui a été téléchargé? Tout va dépendre de ce que tu fais. Quoi? À l'extraction. D'accord? Quelle commande tu utilises? C'est pour ça que c'est compliqué. D'accord? Je vais pas revenir sur l'historique que je développais là il y a quelques minutes, hein, mais vous avez bien compris que Microsoft a commencé à bloquer hein, toutes les exécutions de code dans les documents Office. Je vous en parlais. On a le VBA, hein, Virtual Basic Application. Le VB, le Virtual Basic, c'est un langage de programmation qui existe depuis que je suis né, ou peut-être un petit peu après, peut-être un petit peu avant, on s'en fout. Et on peut créer des applications, et je t'avais dit qu'on peut militariser tout ça. D'accord? Je vais pas revenir sur le principe du NTFS. Je vais pas revenir sur le MOTW. Je vais me concentrer sur, je vous disais, les applications qui permettent de gérer les archives. D'accord? Alors, tu connais le point zip, mais il y a du 7Z. 7Z, c'est le propriétaire, le fichier propriétaire, l'extension propriétaire de 7-Zip. D'accord? Alors, à partir d'Internet, si tout se base bien, si tes logiciels ont évolué pour intégrer le MOTW, dans le fichier 7-zip, doit y avoir un MOTW appliqué, et quand bien même tu extrairais le contenu de l'archive, le MOTW, quoi? Il doit être transféré, en principe, dans les fichiers extraits. Mais c'est pas tout le temps le cas. Ça va dépendre des versions que tu utilises, de WinRAR, de 7-Zip, et il y en a plein d'autres. D'accord? On a le GunZip, d'accord, le JZip, on a du TAR, on a du BandiZip, on a du XPLZH, et notre zip intégré à Windows qui est capable de tout extraire. D'accord? Donc là, encore une fois, je peux te dire, écoute, tu sais, pour moi, ceux qui gardent le MOTW, c'est WinRAR, WinZip, XPLZH, BandiZip et l'utilitaire intégré à Windows. Et là, tu vas me dire, mais attends, Saltimbanque, là, dans la précédente vidéo, tu l'as dit toi-même, que tu n'utilisais pas WinRAR et que tu utilisais que l'utilitaire intégré à Windows et 7-Zip. Ouais, parce que 7-Zip a été mis à jour il y a plus d'une année, d'accord, il y a quelques mois, pour pouvoir intégrer ça, d'accord. WinRAR, j'ai pas fait les vérifications. Encore une fois, il faut vérifier, d'accord. Donc je vais vous montrer. On va aller sur le GitHub de Nobutaka, hein, et puis si tu veux obtenir des informations à jour en rouge ou en bleu, va voir, va jeter un petit coup d'œil, d'accord. Quoi? Tu l'as sur mon repo GitHub. Tout est là, faut chercher, c'est mis à jour. Ok, oh, d'accord, c'est dans les stars. D'accord? Donc je te disais, bien sûr, il va y avoir des repos malicieux, on les étudie. Ces repos malicieux, c'est pas pour que tu te fasses pirater, c'est parce qu'on s'intéresse à tout type de menaces. On s'intéresse aux gentils, on s'intéresse aux méchants. Tu vois? Là, on a un gentil et tu vas là-dessus. Oh merde, c'est quoi son prénom?
Nobutaka, hein, je crois qu'il est japonais, hein, il travaille, c'est quelqu'un de sérieux, pas comme moi. Et tu vois, bah voilà, c'est dans mes stars. D'accord, je te dis que tu as 3500 outils, tu en as plein qui vont t'aider en DevSecOps, en Blue Teaming, en Red Teaming, et tu en as d'autres, bah, on sait que c'est des gens pas très sérieux sur GitHub qui veulent niquer les autres. D'accord. Va voir. Voilà, ça c'est un repo que je te conseille, tu vois, pour te défendre ou pour attaquer. D'accord. Et ça a été mis à jour, tu as tout, ce que je te raconte, tu vois. Alors après, tu vas prendre un article de 2020, tu vas me dire, ah, est-ce que ce que tu as dit, c'est faux, mais t'es allé voir la dernière version. Donc je te dis que la dernière version de quoi? De 7zip, elle gère, tu vois. WinRAR, je prends WinRAR, je regarde 6.24, propriétaire, yes, ouais. Ah, ok, d'accord. MOTB, yes, yes, ils font la propagation. D'accord. Donc en gros, maintenant, tu as bien compris, hein, pour les gens, ceux-là qu'on va venir utiliser. Ok, en red teaming. Alors, on va reprendre un cas de figure, parce que je vous disais, 7zip maintenant le gère. Moi, je l'utilise beaucoup parce que, bah, au fil du temps, il y avait moins de failles dans 7zip que WinRAR ou d'autres programmes. 7zip, en plus, pourquoi c'est mon préféré? Parce qu'il gère beaucoup d'extensions. Le format propriétaire, 7Z, zip, du RAR, etc., etc. Moi, je l'apprécie. Est-ce que moi, je suis pertinent pour juger que l'outil est bon ou pas? Certaines personnes ont critiqué, je t'ai dit, le manque de mark of the web. Il y a une absence d'ASLR, de randomisation des plages mémoire. Donc, certaines décisions de sécurité étranges qui ont changé depuis, encore une fois. Mais comme pas mal de choses, hein, tu peux aller sur SoundForge, tu peux aller voir un petit peu ce qui se dit. Comment les programmes ont évolué, et quels sont ceux qui sont pertinents. WinRAR, c'est un très bon outil, mais WinRAR, bah, tu as eu plein de 0D qui ont été trouvés aussi. Encore une fois, il n'y a pas de programme magique, il n'y a pas de meilleur programme qu'un autre. Toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu décompresses? Tu décompresses quoi? Les archives que t'envoies à ton dev, ou tu décharges des archives que tu as envoyées à un Black Hat. T'as téléchargé le dernier jeu à la mode, qu'on sait impiratable, et toi t'as trouvé la cerise, le crack qui va permettre de le lancer, tu décompresses le crack. Fais gaffe, hein, tu vas te faire pirater, hein. Enfin, il y a de fortes chances, hein. Ben, je sais pas, hein. Moi je te fais une archive demain, Call of Duty, Modern Warfare 3, et je te prends le nom, hein, tu sais, de hacker connu, de cracker, hein, de cracker, et je te mets quoi? Je te mets ce que je veux, en fait, tu vois. DOD Repack, je te mets Skid Row, hein, comme à la belle époque. Voilà, attention, je traînais dans la scène Warez, hein. Je vous dis que la moitié des gars en Warez, c'est des bons, c'est les meilleurs programmeurs que j'ai pu croiser, comme dans la démocine. L'autre moitié, c'est des lemeurs. C'est des gens qui vont vous niquer, qui font un blé colossal à revendre leur botnet, et vous faites partie de leur botnet. Et faites gaffe, hein, parce qu'après, on va vous dire, je comprends pas, monsieur, là, votre adresse statique, dynamique, elle est venue attaquer des serveurs et tout, vous faites partie d'un botnet. Et là, vous allez dire, non, moi, je suis pas hacker, je sais même pas de quoi vous parlez. Ah ouais, mais t'as téléchargé un jeu, et tu vois, tu fais partie du botnet. Ah ouais, c'est compliqué. Tu vois, et c'est encore plus compliqué d'analyser et de savoir quel jeu tu peux craquer, quel jeu tu peux pas craquer, hein, quelle cerise est légitime, quelle cerise est pas légitime. Et encore une fois, je me suis toujours intéressé au Juarez parce que bah, ça a été le premier vecteur d'infection. Après, je t'ai toujours dit, comment dire, c'est pas la logique de pirater les jeux, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Et puis ensuite, après, tu as de l'argent dans ta vie, tu vas payer les jeux qui te plaisent, et tu vas pas payer les jeux qui te plaisent pas, et tu y joueras pas. Voilà, c'est tout, tu vois. C'est pas une logique de tout pirater, tout craquer, parce que je te dis, ça va t'apporter beaucoup de problèmes avec la justice, et tu te feras pirater tôt ou tard. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Et je te dis, ta machine, elle va servir à faire des trucs que tu sais même pas. C'est dangereux, hein, c'est un monde dangereux, hein. Attention, hein, encore une fois. Ok, les conteneurs, les fameux conteneurs, qu'est-ce qu'on avait vu? Bah, on avait vu que le NDFS, en effet, hein, tu peux avoir des flux de données alternatifs. Ça signifie que l'ADS, bah, et l'identificateur de zone ne peut pas être créé sur d'autres systèmes de fichiers tels que le FAT16, FAT32. Hein. Donc, d'un point de vue de l'équipe rouge, comme je te le disais en préambule, hein, on va exploiter ce comportement. Je vais télécharger des ISO tranquillement sur des sites, c'est super, c'est magnifique. Je vais télécharger des machines virtuelles. Utiliser quoi? Un format VHD? VHDX? Ah, d'accord.
Ok, je vais sur Vulnub. Viens télécharger ma machine virtuelle sur Vulnub. Ah, putain, merde, je vais me faire pirater. Oh, putain, c'est en train de... de virus. De quoi? D'hyperviseur. Oh, non seulement ça va pirater ton VMware, ton quoi? VirtualBox, mais en plus ça va pirater ton Windows qui fait tourner tout ça. Ah merde, putain, c'est comme ça que dans le cloud, ils se font tous péter. Ah ouais, il y a de fortes chances, hein. Mais je suis pas sûr, hein. Faudra creuser. Donc attention, l'ISO, tout. Quand je vous dis, il y a plein de gens qui me prennent pour un paranoïaque, qui me disent ah ouais, mais toi t'es un fou, tu vois le mal partout. Moi je vois le mal partout. Ou peut-être je sais un petit peu de quoi je parle, tu vois. Quand je te dis quoi, toute technologie peut être militarisée. Quand je te dis que n'importe quelle extension peut la militariser, c'est juste une question de connaissance, tu vois. Eh ben voilà, pense comme ça, tu vois. Comme ça, tu seras un petit peu plus, comment dire, alerte, tu vois, sur le monde de l'informatique et tu seras pas là à te dire ah bah ouais, tout le monde il est gentil, on m'offre des ISO, on m'offre ceci, cela. Mais attention mec, tu charges ton ISO, t'auras même pas installé ton jeu vidéo, tu vas te faire pirater. C'est pas bon, d'accord? Donc là, je vous mets encore une fois le principe de livraison via le format ISO. C'est une technique d'évasion qui est utilisée dans la nature. On a la TA 505, du quoi, quadriciel myrte en attaque, mais je t'en parle tout le temps. Et des acteurs de premier plan ont été connus pour abuser de cette technique. Ah merde, ah merde, ah merde. Imagine, je pirate le serveur enfin, tu vois, les serveurs de Kali Linux. Toi, t'arrives, tu vas sur le site de Kali, ah bah je vais réinstaller ma VM. Ah ouais, tu réinstalles ta VM, tu récupères mon ISO. Et en plus, sur le site de Kali, je vous le dis tout de suite, t'as quoi? T'as l'ISO qui n'a pas été vérifié, qui contient les dernières mises à jour, qui contient les dernières applications. Mais si l'image n'est pas vérifiée, ça veut dire que n'importe qui peut aller sur le site de Kali, pousser l'ISO, d'accord? Je te mettrai une petite photo, que tu comprennes bien ce que je suis en train de t'expliquer. Ah merde, je vais me faire pirater. Ah ouais, heureusement, c'est une machine virtuelle. Ah ouais, mais si le gars, il a accès à ta machine virtuelle, maintenant, il peut commencer à s'attaquer à ton hyperviseur. Ah merde, et s'il pirate l'hyperviseur, il attaque ton hôte qui fait tourner l'hyperviseur type 2. Ah, c'est compliqué, hein. Et quoi, sur le cloud? C'est pas un type 2, c'est un type 1. C'est du bare metal. Ah merde, ça veut dire qu'il va accéder à toute la mémoire, tu sais, les disques durs, les grappes de disques durs entre les différents clients. Ah merde, et tu vas accéder aux données de grandes compagnies qui n'ont rien à voir, qui travaillent pas dans le même secteur d'activité. Et c'est comme ça qu'on plie des clouds? Ah bah ouais, je crois que c'est comme ça que font les méchants, hein. Attention, ça peut être dangereux. Donc voilà, au début, par manque de connaissances, on se dit, c'est bon, t'as des gars qui bossent en cybersécurité, j'ai un antivirus à jour, ça va me protéger, donc je peux commencer à prendre le risque d'aller télécharger des jeux vidéo piratés et tout ça. Je te jure que je t'ai dit une vidéo, même un site pour adultes, il peut t'arriver des bricoles. D'accord? C'est la jungle, les amis, il faut bien le comprendre. Une fois que tu as compris ça, tu commences à revoir ta posture défensive. D'accord? Ok, donc comment je défends mon réseau? Bah, je prends pas comment dire, des décisions à la va-vite, d'accord? Heureusement, toutes ces techniques, bah, la plupart des attaquants, ils débutent, ils les connaissent pas, d'accord? Bloquer les macros à partir d'Internet, ouais, bien sûr, depuis MS Office 2013. Et puis, encore une fois, changement de paradigme, défense en profondeur. D'accord? Défense en profondeur. Part du principe qu'il faut du multicouche pour le protéger. Ta sécurité, c'est pas que la seule mesure préventive avec la marque du web. C'est pas ça. C'est ça, plus d'autres choses, plus d'autres choses, plus d'autres choses, plus d'autres choses. Défense en profondeur. Donc commencez à réfléchir, d'accord? À vos mesures, à vos tactiques, techniques, procédures en tant qu'attaquant, si on vous demande de faire des missions de red teaming, et après en tant que blue team, dans votre SOC, d'accord? Et voir un petit peu, putain, mais c'est quoi cette histoire de conteneur? Attends, je comprends pas, mon fil de messagerie, on m'avait dit que ça arrêtait tous les spams. Bah non, tu vois, des fois, c'est compliqué, d'accord? Votre proxy, merde. Et puis comment je mets en place aussi sur mes serveurs de, de messagerie, DKIM, des marques, tu sais, des fils comme ça. SPE, je sais plus, t'iras voir. Tu vois, t'as 3 filtres qu'il faut appliquer absolument sur tes serveurs de messagerie. Bref, plein de trucs.
qu'est-ce qu'on fait? On fait de la sécurisation. La sécurisation, c'est de la défense en profondeur. Comment s'applique ma défense en profondeur? Par strat, par multicouche. Je vais défendre mon système d'information, mes systèmes informatiques, et je fais de la règle. De quoi? De signature, ok, d'heuristique, du Yara, du Sigma, mais on fait des règles de réduction de la surface d'attaque. D'accord? L'ASR, on réduit la surface d'attaque. Comment je réduis ma surface d'attaque? Eh ben, moins j'ai d'applications, déjà, mieux ça se passera pour toi. Parce que qu'est-ce que tu as des salles manque, plus le système est complexe, plus tu as d'applications sur ton système, plus ça sera facile. Facile. Hein, encore une fois, tu vois, comme dit l'article, hein, la sécurité, c'est pas une noix de coco. Il n'y a pas qu'une couche dure et une couche molle lorsqu'elle est fissurée. Donc voilà, hein, je vous redirige vers le site Outflank. Ils ont une technologie en interne qu'on appelle OST. Hein, je fais pas de la pub pour eux, je suis pas payé, mais qui s'appelle l'Outflank Security Tooling. C'est un large éventail d'outils d'évitement, hein, qui reprennent toutes ces tâches complexes et qui essayent d'auditer notamment les outils que vous pouvez avoir et comment ils pourraient être utilisés pour planifier justement, tu vois, une opération. D'accord? Alors encore une fois, différents sims, différentes boîtes, hein, qui vont vous offrir comment dire, des solutions. D'accord? Mais voilà, très très bonne boîte hollandaise que je vous conseille à Outflank. Je vous mettrai tous les liens, encore une fois, sur lesquels je base mes propos. Si vous êtes professionnel, ils font des formations. Si vous êtes une entreprise, ils ont des solutions à vous offrir. Encore une fois, contrairement à certains blogs.